Un. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Hello Charlie TV. Sans doute la moins énervée depuis le début. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat. On sera ravis de le savoir afin de poursuivre. On vous donne ici sur la chaîne toutes les semaines, vous le savez, de l'inspiration et on répond surtout à toutes vos questions pour vous aider à trouver votre voie. Et à chaque live, on parle avec des étudiants, des créateurs de contenu autour d'une thématique liée à l'orientation. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux secteurs d'activité peu connus que sont les métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Mais au juste, c'est quoi ce secteur ? C'est quoi les principaux métiers? Comment on se forme à ces métiers-là? On va aussi casser les idées reçues. Si vous étiez là au live de la semaine dernière sur les métiers du numérique, on va casser les idées reçues aujourd'hui autour des métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture avec nos invités. Et ce live est en partenariat avec Ocapiat, qui nous a permis de réunir des personnes autour de la table pour parler de ce secteur d'activité. On va vous mettre le lien d'Ocapiat d'ailleurs dans le chat. Ocapiat, c'est un opérateur de compétences. Là, je pense que je vous donne des gros mots. C'est la référence sur le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture pour ce qui est de l'emploi. Donc, si vous souhaitez vous renseigner sur ces métiers-là et sur ces secteurs, n'hésitez pas à y faire un tour. Et d'ailleurs, on est en train de mettre en place un petit Charlie pour Ocapiat sur le site. Ça arrive très, très vite et on vous partage aussi le Twitter d'Ocapiat dans le chat. Tour de table parce que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Je vous présente mes amis aujourd'hui, Louis, Maxime, Aminata et Thierry. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Oui. Nice. Écoutez, rapidos, et ensuite on passe à vous, je vous donne la parole. Donc Louis, pour que vous puissiez le situer, Louis, il travaille dans la sylviculture. Mais c'est quoi être sylviculteur? On va en parler. Ça n'a pas un lien avec le prénom Sylvie, comme ça la blague est faite, c'est autre chose. Maxime, lui, est dans la viticulture et comme Louis, ils sont tous les deux alternants. Aminata, elle travaille dans le fromage et côté performance, gestion de projet, c'est vraiment en particulier et c'est à part. Et Thierry, lui, est agriculteur et créateur de contenu et notamment youtubeur. Vous le connaissez peut-être sous le pseudo agriculteur d'aujourd'hui. Il nous fait le plaisir, en tout cas, d'être avec nous pendant quelques minutes aujourd'hui. Thierry, justement, c'est quoi le secteur de l'agriculture? Est-ce que tu peux nous le définir en une phrase? Le secteur non, je ne peux pas définir en une phrase le secteur de l'agriculture. C'est beaucoup trop vaste. Déjà là, il y a des exemples concrets, voilà, et c'est très large, mais en tout cas, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait le croire et c'est pas du tout une niche ou un petit endroit. Je ne sais pas si c'est pas 8 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. En tout cas, en agriculture pure et dans les exploitations agricoles, c'est de l'ordre de 100 000 personnes au total. Donc, c'est quand même relativement important, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis agriculteur. Voilà, je travaille des terres, je cultive. J'ai aussi une pension de chevaux. Que ce soit, les terres, c'est en conventionnel et en bio. Donc, voilà, une partie aussi d'activité en bio. Et donc, je produis des légumes, des céréales. Voilà. Et puis, je suis aussi un peu sur YouTube, voilà, c'est pour ça que je suis considéré comme créateur de contenu. Mais parce que tu l'es, quoi. En plus, donc tu es tout seul sur ta production? Ah non, je suis associé avec. Il y a mon épouse et mon garçon qui sont sur l'exploitation, et on a 4 salariés temps plein et 4 temporaires en ce moment pour la culture de poireaux, entre autres. Ok, ça m'a. Okay. Ça roule. Bah oui, effectivement, c'est hyper saisonnier. Est-ce que c'est des petits oiseaux qu'on entend derrière? On me dit dans le chat. C'est chez qui les petits oiseaux? J'en ai pas, moi. C'est pas des petits oiseaux? Alors c'est peut-être un petit temps.
Merci Thierry pour ces précisions sur le secteur, sur le milieu, sur le secteur agricole. Et on vous a parlé pendant ce live d'un autre secteur qui est celui de l'agroalimentaire pour lequel toi, Aminata, tu travailles. Est-ce que pareil, tu peux nous définir ce que c'est en quelques mots? En quelques mots, ça va être tout aussi compliqué que pour l'agriculture. Essaye. À définir, oui, on va essayer. Mais du coup, l'agroalimentaire sur la chaîne, c'est ce qui va venir, on va dire, après l'agriculture. C'est-à-dire tout ce qui est produits agricoles. Nous, on va venir les transformer en produits de consommation pour créer de la diversité, mais aussi pour que ce soit comestible. Parce qu'il y a certains produits qui nécessitent une transformation. Et il y en a d'autres qu'on transforme pour la diversification, pour les adapter aux tendances du marché, tout ça. Donc, nous, on est vraiment dans ce process de transformation de la matière première en produit fini. Voilà. Et alors, est-ce que, par exemple, vous êtes amenés à travailler ensemble, par exemple, Thierry et Aminata, est-ce que c'est faisable? Comment ça se passe, en fait, du coup, puisque toi, tu arrives après dans la chaîne? Est-ce que vous travaillez avec des personnes de ces secteurs-là aussi, mutuellement? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. D'autant plus que moi, je travaille dans un groupe qui est coopératif. Donc, en tant que coopérative, il travaille beaucoup, essentiellement avec des agriculteurs et avec des éleveurs. Donc, voilà, le lien, il est direct. Ça fait partie aussi de ton quotidien, Thierry? Oui, moi je travaille aussi avec une coopérative, alors pas dans le lait vu que j'ai pas de production de lait, mais dans le légume où on est en contact quotidien avec les coopératives pour soit la partie commercialisation, moi c'est ce côté-là qui est fait par la coopérative, ou parfois voilà pour la transformation du lait en fromage, parce que c'est vrai que si on veut avoir du fromage, tous les agriculteurs font pas du fromage, donc il y a des industries agroalimentaires qui font ça entre autres, quoi. Et alors, comment ça se passe justement dans la semaine là? Comment toi tu transportes les produits? Comment ça se passe jusqu'à Aminata? Alors, toute l'organisation se fait, alors que ce soit des coopératives ou des opérateurs privés, hein, le transport se fait. Alors, il y a des commandes qui sont réalisées. Alors, si c'est du lait, c'est pas par commande, vu que le lait doit partir en totalité. On peut pas garder du lait, j'allais dire longtemps. Donc là, forcément, il y a un camion qui passe tous les jours ou tous les 2 jours pour la récolte. Et si c'est des légumes, nous, on a des commandes qu'on arrache le matin même, qu'on livre dans la journée pour être arrivé chez la coopérative pour le stockage dans l'après-midi, enfin tout au moins pour la distribution. Et ça arrive à l'endroit de distribution, le magasin, la grande distribution, au plus tard le lendemain matin et même souvent le soir même, quoi. Quand c'est des produits frais, ça doit aller très vite. Donc il y a toute une chaîne de logistique. Voilà. Après, j'imagine que dans le vin, ça sera peut-être sur un temps un peu plus long, mais il y a aussi un rapport avec, j'allais dire, avec ces ventes, ces coopératives, ou tout au moins la vente et la distribution, quoi. Et donc ça, c'est toute l'année, quoi. Il y a 0 temps mort en fonction de la production, de saison. Toi, comme tu es dans le légume, il y a ça aussi, mais 0 temps mort. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des productions qui sont plus saisonnières, donc c'est vrai qu'il y a des emplois qui sont plus saisonniers. Alors nous, on embauche par exemple en agriculture bio des saisonniers. Alors ça peut intéresser des jeunes qui sont en formation parce que justement, ça sera de la période de mai à juillet. Donc parfois, ils ont des creux. Donc voilà, ça peut être des boulots qui sont trouvés. Ça peut être plus tard, j'imagine, dans la vigne, voilà, pour la saison des vendanges, entre autres. Donc il y a des périodes plus importantes où on aura besoin de saisonniers, mais il y a aussi toute l'année une activité qui nécessite d'avoir des salariés à temps plein et j'allais dire, voilà, sur toute la durée, selon l'activité de l'exploitation, selon, j'allais dire, son activité, quoi. Ouais, super intéressant, effectivement, cette notion-là, qu'il y a de l'emploi et on recherche très régulièrement de la main-d'œuvre à toute saison. Merci beaucoup. Et donc, toi, j'en ai parlé, Louis, donc tu es sylviculteur, mais au juste, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, moi, j'ai peut-être réussi à résumer en une phrase. Nice. Mais bon, pas évident parce qu'en fait, il y a autant de sylviculture que de territoire. Donc ça, c'est vrai en France et c'est vrai un peu partout. Maintenant, il y a plusieurs axes, parce que la forêt, c'est un milieu qui est multifonctionnel. Il y a d'un côté la production, la protection contre les risques naturels, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans la forêt, il y a l'accueil du public aussi. Mais la sylviculture, si on peut résumer, c'est d'un point de vue en tout cas de production, ça va être imiter la nature et hâter son œuvre. Parce qu'en fait, on est sur des révolutions de peuplement qui sont vachement importantes.
on va travailler par exemple sur du sapin ou sur du chêne, ça allait jusque 180 ans. Donc de la graine jusqu'à la récolte finale, il y a 180 ans qui se passent. Et la sylviculture, c'est toutes les étapes intermédiaires qui vont amener ce plan-là vers un produit que l'humain va pouvoir utiliser, donc qui doit répondre à des normes, etc. Et du coup, c'est toutes les opérations sylvicoles pour amener à ce produit-là. C'est génial, c'est hyper dépaysant de parler de forêt tout de suite. Je ne sais pas si vous projetez, mais là, je suis dans ma petite forêt, quoi. Mais alors, donc très bien. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais en fait comme métier là-dedans? Moi, du coup, je prépare au BTS, on nous prépare un diplôme de technicien. Donc, c'est des postes anciennement appelés garde forestier. Donc, technicien forestier territorial actuellement. Donc, moi, je bosse à l'Office national des forêts. Donc, à cela va s'ajouter des missions de service public. Historiquement, c'est des fonctionnaires qui sont là-bas. Donc, il y a tout ce qui est des personnes qui sont assermentées. Donc, il y a de la police de l'environnement aussi qui peut être faite. Mais concrètement, on travaille en amont, en bout de chaîne avec des aménagistes parce que on a des process qui s'appellent les aménagements, qui sont des feuilles de route pour les forêts sur 20 ans, qui vont décrire toutes les opérations qu'on va faire dedans, les plantations, etc., qui sont présentées aux communes, parce que en fait, dans les forêts communales, le propriétaire, c'est la commune, donc nous, on n'est que gestionnaire. Et pour les forêts domaniales, c'est pareil, on est que gestionnaire et c'est l'État le propriétaire. Donc en fait, on présente ce document-là sur 20 ans, il y a toutes les étapes, c'est validé, ça part en préfecture, et derrière, on l'applique alors à la lettre ou non, parce qu'en fait, plus ça évolue avec le climat qui rentre dans l'équation, on se rend compte que des décisions qu'on a prises seront pas forcément viables sur 20 ans. Donc on est en train de réfléchir aussi pour diminuer ce pas de temps qui peut être énorme quand on voit que sur une décennie, on prend 0,5 degrés et à peu près 100 mètres. Enfin voilà, il y a des vrais enjeux climatiques. Donc, mais c'est ni plus ni moins que respecter et gérer la forêt pour répondre à des enjeux de production, de protection, d'accueil du public. Et il y a l'aspect maintenant environnemental aussi qui rentre avec les puits de carbone, etc. Carrément. Hyper intéressant aussi. C'est encore un tout autre registre que Aminata et Thierry. Et finalement, toi, Maxime, pour faire le tour de table, finir, toi, tu es dans la viticulture, qui est encore un autre secteur, une autre branche, en fait, de ces grands secteurs qui est l'agriculture. Est-ce que tu peux, pareil, nous dire ce que c'est la viticulture? Alors, la viticulture, ça va être la culture de la Ouais. vigne. Donc, moi, là où je suis en apprentissage, on a une petite particularité, c'est qu'on est aussi pépiniériste. Donc, on part vraiment de la création d'un plan de vigne, de sa mise en œuvre, etc. Et après, ensuite, on va justement aller les planter chez les clients ou alors commercialiser les plants pour des clients. Ensuite, après, ça va être vraiment tout ce qui est entretien du vignoble, donc tous les travaux en verre, ce qui va être taille, le relevage, et, tout ce qui va être égourmandage, etc. Et ensuite, en fait, on va tout simplement aller jusqu'au vendange et élaborer nos vins. Alors, la particularité du Cognacé, c'est qu'on n'est pas trop sur des vins de bouche. Donc, on va être sur vraiment des vins pour la distillation, pour créer justement du cognac. Donc, on crée nos vins sur l'exploitation. On distille le vin 2 fois pour obtenir l'eau de vie de cognac. Et ensuite, après, on a des contrats avec les grandes maisons de négoce qui ensuite, eux, élaborent le cognac. Donc, le cognac, il y a plusieurs types de cognac. Il y a un temps de vieillissement minimum de 2 ans en fût de bois de chêne et français surtout. Donc voilà, il y a plusieurs comptes d'âge, il y a 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, enfin on peut le garder autant qu'on veut et il y a différentes appellations, VS, VSOP et XO. Et donc toi, avant, tu travaillais dans le foot, enfin tu t'étais orienté dans le foot, c'est ça? Ouais, c'est ça, enfin dans le sport en général, j'avais fait une licence en stats. Ouais. Donc, pour être dans le sport, parce que je fais du foot depuis tout petit, et puis c'est un milieu où ça m'est familier parce que j'adore le sport. Et finalement, au bout de 2 ans, je me suis réorienté vers cette filière. D'une part, parce que c'est un peu la fierté de la région, c'est le cognac, si notre ville est reconnue, c'est pour la production de cognac. Et parce que c'est un
c'est aussi un secteur qui emploie énormément, où avec justement BTS viticulture onologie, on est à un débouché de 100%. Wow. Voilà, nos exploitations viticoles cherchent continuellement, que ce soit en saisonnier ou en temps plein, des personnes. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, ils en cherchent qu'elle soit qualifiée, la main-d'œuvre qualifiée ou la main-d'œuvre non qualifiée. Donc, on est vraiment un secteur qui emploie énormément. Ouais, justement, c'est appelé à tous les profils et c'est top, à tous les niveaux de qualification. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller zioter ça, parce que ça a l'air en tout cas de te passionner. Oui, ça a l'air d'être sympa. Et donc, pour terminer ce tour de table, Aminata, toi, donc, tu es coordinatrice de performance industrielle dans le fromage. Donc, c'est encore une appellation, là, pour le coup, je pense que tu as la palme du métier avec le plus de mots parmi nous. Pareil, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien? C'est quoi ton métier? Ah oui, donc moi, en gros, je travaille dans une entreprise laitière, une fromagerie plus précisément, qui appartient à un groupe coopératif. Et dans cette entreprise, je vais gérer tout ce qui est projet qui va améliorer la productivité, qui va améliorer le confort des équipes, qui va améliorer la productivité. Donc au quotidien, c'est vraiment faire des tours de terrain, c'est organiser des points, des réunions et mettre en place des actions pour que derrière, on ait au meilleur confort des équipes, on soit aussi plus productif. Donc voilà, en gros, c'est ça. Gestion de projet d'amélioration continue, projet organisationnel, projet de performance. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu me disais, que tu es en lien avec beaucoup de personnes, en fait, finalement. C'est ça. Et qu'avant, tu as fait du terrain. Et bah, du coup, c'est un peu ce que je faisais quand j'étais alternante en production, du coup, dans la même entreprise, mais sur un autre site, du coup. J'étais alternante en production et je faisais un peu les mêmes choses, mais j'étais encore plus terrain parce que j'étais auprès des équipes et je les accompagnais dans les process, dans les procédures et tout ça. Et donc, voilà, ça m'aide aujourd'hui parce que là, c'est vrai que je fais moins de terrain, mais le fait d'en avoir fait en amont, bah, du coup, ça me permet de mieux visualiser les choses, de mieux comprendre la réalité des choses et tout ça. Donc, vous voyez, il y a une variété vraiment de métiers et de manières d'exercer une activité dans ces deux secteurs que je répète sont l'agroalimentaire et l'agriculture. C'est assez intéressant parce que, comme tu dis, il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a des métiers très manuels où vous êtes avec la main dans la terre. Il y a des métiers où vous êtes sur la production, un côté un peu plus industriel, mais vous êtes en lien d'une manière générale beaucoup avec l'humain. Et avec le produit, quoi. Il y a un côté vraiment passion qu'on sent dans chacun d'entre vous qui est assez unique. Justement, Thierry, j'aimerais bien que tu me dises depuis quand tu fais ce métier d'agriculteur. Alors moi, je fais ça depuis 1996, oui, du siècle dernier quand même. Donc ça commence à remonter, ça fait plus de 25 ans et même en tant qu'agriculteur, enfin voilà, j'ai bossé avec mon père un peu avant, donc voilà, ça va faire bientôt 40 ans que j'ai un peu les mains dans la terre. Alors tu parlais de produits, mais moi je parlais plutôt de vivants parce que c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec des produits parfois, mais aussi surtout avec du vivant, que ce soit voilà, des arbres, des animaux, des cultures, et ça c'est souvent ce qui plaît aussi aux jeunes. Et à une époque, je pense, où on est voilà, un moment où les jeunes cherchent aussi du sens dans leur métier. Je pense que là, les jeunes qui sont avec nous ont trouvé du sens aussi à leur vie, en plus de gagner leur vie. Il y a aussi une réelle impression de faire avancer les choses, de produire, de respecter aussi l'environnement, de le faire avancer, hein, que ce soit voilà, en sylviculture ou dans d'autres métiers. Et ça, c'est souvent ce qui plaît aussi. Nous, je vois les jeunes qui travaillent chez nous, c'est ça, on sait que ce qu'on a produit, ça va servir à nourrir les gens, peut-être aussi à les habiller, hein, ou produire de l'énergie. Ça arrive aussi voilà, c'est aussi des actions de l'agriculture. Et ça, c'est souvent sympathique, quoi. Oui, carrément. Ouais, tu fais bien de le dire parce que Maxime nous a dit, lui, c'est une reconversion. Louis aussi, c'est une reconversion. Tout à fait, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant, Louis, justement? Avant, j'étais ingénieur urbaniste. Donc ça veut dire que je bossais plutôt dans l'aménagement du territoire ou de la ville en particulier, et dans les transports. Et en fait, j'étais dans un bureau d'études qui avait en charge la maîtrise d'œuvre sur le village olympique pour Paris 2024. Ouais. Du coup, complètement en dehors de la forêt. Yes. Et voilà.
Et c'était bien aussi, mais de la même manière que dit Thierry, en fait, j'ai eu besoin de me recentrer sur d'autres valeurs et d'avoir envie de bosser. C'est vrai que moi, je le ressens tous les jours. Je suis sur le terrain encore aujourd'hui. Là, j'ai des coups de soleil parce que j'étais toute la journée dehors. On bosse avec du vivant et c'est hyper intéressant, hyper enrichissant parce qu'en fait, il y a une bonne dose d'humilité quand on peut prévoir des choses sur le papier et en fait, on se fait surprendre et donc il faut vraiment y aller tout doux et c'est hyper intéressant de bosser. Enfin, moi, je m'éclate en forêt, c'est génial. Tu partages cet avis-là, Maxime? C'est aussi pour toi une quête de sens, un peu, ce que tu venais chercher dans ta réorientation? Oui, c'est sûr. Et puis, pareil, moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que finalement, on est au contact de la nature et c'est formidable de pouvoir, en fait, tous les jours être dehors, qu'il pleut, qu'il fasse beau, qu'il vente. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que ce lien avec la nature, on l'a plus forcément comme avant, quoi. Ouais, non, c'est toujours, c'est un peu une thérapie, en fait, la manière dont vous en parlez. C'est rigolo, je trouve. C'est vraiment un retour aux sources, quoi, une reconnexion avec la base. Et il y a souvent une Ouais, diversité bien plus grande qu'on peut l'imaginer. On va se dire, on va aller bosser, on va faire ça tout le temps la même chose. Alors c'est ce qui arrive parfois, hein, je dis pas le contraire, Ouais. mais généralement selon la période, selon la saison. Et puis c'est vrai, il y a ce côté comme le dit Louis où c'est, moi j'avais prévu de faire un truc ce soir, il y a plus, non, ce sera pas ce soir. Et puis Ouais. ça sera peut-être aussi C'est ça. dimanche. Voilà, il y a des contraintes aussi, hein, mais en même temps, il y a ce côté d'humilité exactement qui fait que, à un moment donné, et puis t'en veux à personne parce que c'est pas ton grand chef qui t'a dit qu'il fallait faire ça et qui est contre toi, c'est simplement la nature, quoi. Donc Oui. voilà. C'est ouf. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Ouais. Il y a un côté, il y a un petit côté aussi de. Enfin, nous, je pense les générations à partir de la mienne et peut-être celle du dessus, on nous a vraiment le changement climatique, on l'a vraiment eu au cœur de nos cursus à chacun. Et moi, j'ai eu le sentiment vraiment, en prenant ce chemin-là, en sorte de régler une dette qu'on avait par rapport à comment on vit, comment on consomme, etc. Et me réorienter vers un secteur qui est plutôt bénéfique quand on fait, parce que les forêts sont gérées durablement en France, normalement. Et voilà, donc il y avait ce sentiment-là d'être acteur de ça et ça fait du bien, à la fin de la journée, quoi. Et Aminata, tu ressens des choses comme ça, toi, dans l'exercice de ton métier ou c'est encore différent? Non, mais du coup, moi, je suis pas forcément en reconversion, donc j'ai toujours voulu faire de l'agroalimentaire et dans ça. Et c'est surtout parce que pour moi, c'est quelque chose qui impacte, c'est quelque chose d'important. Enfin, on peut se passer de beaucoup de choses, mais pas de nourriture, pas d'alimentation. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'était vraiment la base de travailler dans un secteur tel que l'agroalimentaire. Voilà, sur le long terme, j'aimerais créer une entreprise agroalimentaire toujours dans un souci pardon, on va y arriver, d'impacter l'alimentation des gens, de répondre aux enjeux nutritifs actuels, voilà, tels que l'obésité, tels que les maladies et tout ça. Donc, c'était vraiment dans un souci vraiment d'améliorer les choses et de faire bouger les choses. Ok. Voilà. Là, on parle de vivant, on parle d'agriculture, mais moi, c'était vraiment côté alimentation, côté agroalimentaire dans les process. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'à terme, le consommateur se retrouve avec un bon produit qui soit bon aussi pour sa santé. Voilà. Ok, on me demande dans le chat, pour Louis et Maxime, j'imagine qu'il y a des choses dans votre ancienne formation ou votre ancien job qui vous manquent un peu. Comment vous gérez ça? Des choses peuvent manquer, mais des choses, comment dire, je pense que j'ai plus gagné en bougeant que perdu. Et ce que j'ai. Non, en vrai, finalement, moi, je pense que ma formation, elle était assez complète pour que, en fait, quand on est formé en tant qu'ingénieur, on a plein de domaines et on forme plutôt un profil et une manière de travailler plutôt que c'est des compétences, pas forcément, à part ceux qui sont vraiment très axés dans un domaine très précis. Sinon, il y a beaucoup de relationnel aussi dans les métiers d'ingénieur parce qu'il y a beaucoup de cadres aussi. Donc, c'est des trucs un peu transversaux et enfin, moi, j'ai pas de manque. Je suis plutôt Maxime, OK. tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas trop. En fait, moi aussi, il n'y a pas grand-chose
qui me manque dans mon ancienne formation, parce que quand j'ai pris du recul par rapport à ce que je faisais avant, c'est vrai que c'était un secteur en plus de ça qui était vachement bouché après avoir obtenu une licence. Et je regrette pas ce choix, parce qu'aujourd'hui, je suis plus épanoui dans la formation que je fais aujourd'hui que dans la formation que je faisais avant. Donc, je ressens pas de manque. Écoutez, on est ravis pour ça, vous soyez comblés. Ouais. Écoutez, je pose mes dernières questions à Thierry avant qu'il prenne congé. Il se sauve. Thierry, je voulais savoir quelles études tu as fait pour devenir agriculteur. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors, quelle formation j'ai fait? Alors, moi, je suis passé j'ai fait un BEP à l'époque, un BTA, un BTS. Les BEP n'existent plus maintenant. Ouais. Et on a reconverti en bac. C'est des bacs pro ou des bacs techno. Ouais. Voilà, et BTS. Mais c'est vrai qu'il y a la formation de CAP existe aussi. Si des jeunes veulent s'orienter dessus en voulant partir sur le côté professionnel un peu plus vite, ça peut se faire. Et il y a différentes branches. Alors, c'est vrai que ces formations-là, il y a tous les niveaux. C'est vrai qu'on peut avoir du CAP à l'école d'ingénieur, voire de niveau supérieur aussi pour travailler en agriculture ou dans le para-agricole. Ça, parfois, on se dit, tiens, c'est peut-être un travail, agriculteur, c'est peut-être le dernier de la famille qui fait ça, mais en réalité, maintenant, c'est plus tout à fait ça quand même. Faut être pas mal formé quand même pour pouvoir faire ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, comme le disait Maxime, c'est qu'en plus, en termes de débouchés, peut-être pas tous les secteurs, mais il y a beaucoup de secteurs qui sont en recherche. Voilà, donc ça veut dire que vous sortez même pas de l'école, vous avez déjà un boulot. Si vous avez fait une alternance, en général, la boutique, elle vous embauche ou c'est une autre à côté. C'est valable, certainement en viticulture, c'est valable en agriculture, c'est valable aussi dans tout ce qui est agroéquipement. Souvent, les jeunes aiment bien du matériel ou des choses comme ça. Il y a plus de débouchés. Vous sortez avec un bac CGEA ou un BTS en formation agroéquipement pour du matériel. Vous avez le boulot. Même parfois, vous n'avez pas trop le temps de finir, qu'ils vous disent viens tout de suite, on t'embauche. Voilà, donc c'est aussi des lieux où il y a de l'embauche. Et comparément à ce qu'on pourrait croire aussi, c'est plus des métiers où je pense que tout ce qui est bien-être salarié, aussi astreignant. Alors certes, il y a des contraintes, quand on travaille avec la nature, il y a des contraintes, mais il y a aussi, une très grosse évolution, que ce soit en termes de prise en compte de salaire, mais aussi en termes d'activité et de possibilités d'activités qui sont relativement plus cool que ce que c'était ou que l'image qu'on peut parfois en donner, quoi. Ouais, carrément, entièrement d'accord. Et justement, donc toi, tu es créateur de contenu, notamment sur YouTube. Tu partages quoi, ton quotidien sur YouTube? C'est ça, comment tu définirais ton contenu? Oui, c'est vraiment, c'est plutôt du vlog, du quotidien. Alors après, moi j'ai progressé un petit peu en parlant pas mal de techniques, de matériel agricole, d'utilisation, de techniques. Donc celui qui veut aller jeter un œil, c'est vrai que ça peut permettre de découvrir et de voir que c'est pointu aussi. On parlait d'environnement tout à l'heure. Parfois, on est critiqué aussi en termes d'environnement, mais il faut voir les évolutions qu'on a eues depuis quelques années et les progrès qu'on fait. Il y a beaucoup de techniques qui évoluent en termes de pratiques agricoles, de respect de l'environnement. On fait attention. Donc voilà, ça, c'est aussi ce que j'essaie de partager pour montrer à la fois la diversité, mais aussi, tous les progrès qu'on peut avoir. Alors, on n'avance pas aussi vite forcément que certains voudraient qu'on avance, mais en tout cas, ça progresse pas mal quand même. Et alors, et pour terminer, en ce moment, donc tu dis que tu es plus sur la production et l'exploitation de poireaux. Oui. C'est quoi ta journée type en ce moment entre ton métier d'agriculteur et ta casquette de youtubeur? Tu dis que tu vlogs. Comment tu t'organises dans ta journée? Une journée, elle s'organise, ça peut être très varié, ça peut être pas mal de temps dans le bureau parce qu'on a aussi des papiers, on a aussi des enregistrements à faire. Quand le temps le permet, là tout à l'heure on était à une démonstration de matériel pour essayer de faire un choix sur un matériel. Hier j'avais une réparation d'un moteur qui était en panne parce que de temps en temps ça tombe en panne. Mais c'est vrai qu'il y a un quotidien qui est tout à fait différent d'une époque à une autre. Alors, on peut être 2 ou 3 jours à faire la même chose, mais
c'est quand même hyper varié. Donc, ça peut être de la conduite de tracteurs, de matériel. Ça peut être de la préparation voilà, des poireaux. Hein. On va recevoir, bien entendu, bientôt les pommes de terre qu'on va planter. Donc, ça va être la réception, la mise en palox, le suivi, le chargement des pommes de terre qui vont partir à la consommation chez des industriels. Ensuite, ça va être les plantations, le suivi des cultures, les récoltes. Voilà, c'est rythmé en fonction des saisons et c'est vraiment très varié. J'ai absolument pas une journée type, quoi. Ah, c'est ça, ouais, ça se ressemble pas. Est-ce que on a cette idée en fait aussi, et on terminera là-dessus, que tu peux pas te prendre de vacances et que tes journées elles font 28 heures, tu vois, en gros. Après, c'est sûr que quand on est chef d'entreprise, mais je pense que c'est valable chez tous les chefs d'entreprise, on a tendance à travailler plus. Moi, après, on a une organisation des salariés. Moi, je pars en vacances. Ce week-end, je vais partir en week-end, voilà, parce qu'on est à plusieurs à travailler. Moi, mes salariés, c'est pareil, ils partent en vacances. Ils ont leur week-end aussi. De temps en temps, il peut y avoir un week-end d'astreinte, entre guillemets, où on s'organise pour savoir qui est-ce qui est là pour pouvoir faire les urgences, quoi. Mais non, ça a quand même beaucoup évolué. Alors oui, il reste encore des agriculteurs qui partent pas en vacances, mais je pense que ils se donnent pas forcément le temps, voilà. Mais en tout cas, quand on bosse dedans, en tant que salarié, à un moment donné, de toute façon, le règlement du travail, elle est quand même appliquée, quoi. Hein. Donc, je pense pas qu'on puisse tirer sur la ficelle trop longtemps, quoi. Bah écoute, moi ça m'a bien donné envie déjà de suivre plusieurs de tes vlogs et maintenant de suivre tes aventures. N'hésitez pas, on vous a mis la chaîne YouTube de Thierry, donc agriculteur d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry. Merci. Pour ta présence et j'espère te revoir très vite, en tout cas dans l'univers Hello Charlie. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne continuation. Désolé, je dois vous lâcher, j'ai une réunion. Voilà, merci. Allez, bye, salut Thierry. Au revoir. Au revoir. Alors, j'en profite de ce petit temps. On m'a posé une question pour toi, Louis. Alors, attention, on me demande, qu'est-ce que tu penses de l'achat de bois français par la Chine? C'est un peu terrible parce qu'en fait, on a une commercialisation qui est censée être vertueuse dans le sens où on produit du bois en France. C'est quand même dommage qu'il y ait des particuliers qui habitent pourtant à côté de certaines forêts qui se retrouvent en fait à acheter un produit qui est transformé et qui a fait le tour du monde et qui a fait un aller-retour, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur certains marchés, les Chinois achètent du bois qui est en France, qui n'est pas transformé. Ils achètent ce qu'on appelle une grume, donc c'est un arbre qui est abattu et façonné. D'accord. Il part en Chine, là-bas il est transformé et il revient parce que nous on l'achète en meuble et après c'est au consommateur de choisir. Ça, on a une influence dessus comme dans la nourriture et dans d'autres choses. Si on est prêt à mettre un certain prix pour un produit, on peut choisir d'où il vient. Et ça, c'est parce que des acheteurs français mettent des moyens. Enfin, ça leur convient d'acheter du bois qui vient de Chine, qu'on est un marché qui est ouvert là-dessus. Alors après, notre marché est relativement aussi protégé. Il n'y a pas tous les bois qui partent comme ça, mais c'est vrai que c'est assez terrible. Mais encore une fois, c'est celui qui est en bout de chaîne qui choisit, quoi. Et c'est terrible qu'un bois coupé en France, élevé en France, parte en Chine, il soit transformé là-bas et qui coûte toujours moins cher à la fin, quoi. Donc voilà, c'est un peu pénible, mais effectivement, c'est la réalité. Et moi, j'ai pas un bel avis dessus. Ok. Voilà, au moins tu as répondu à la question. Écoutez, on va passer à la petite animation qu'on vous a préparée. Comme vous le savez, pour les habitués de la chaîne, on aime casser les idées reçues sur les secteurs, sur les métiers chez Hello Charlie. Et on vous propose aujourd'hui de casser les idées reçues tous ensemble autour des métiers donc, et du secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Et on peut vous dire qu'il y en a un paquet. On en a déjà parlé de quelques clichés, en fait. Hein. C'est des clichés pendant qu'on discutait juste avant. Ce que je vais vous dire sont des faits. Et vous allez me dire dans le chat et entre nous, côté invité, si ces faits sont vrais ou faux. Et on va les commenter tous ensemble. Est-ce que vous êtes ready? Et je vous donne les faits. Ne vous inquiétez pas, je vais énoncer les faits. Première idée reçue. Le domaine de l'agriculture est un métier de la terre seulement. Alors, Aminata, puisque toi, tu ne fais pas partie de ce secteur-là, est-ce que selon toi, quand on bosse dans l'agriculture, on bosse seulement la terre?
Parce qu'il n'y a que ça. Pour moi, non. Okay. Je vais laisser les autres développer, les experts développer. Concrète, c'est carré, c'est non. Ok, ça marche. Maxime, est-ce que tu as un avis là-dessus? Les métiers de l'agriculture, c'est pas forcément que du travail de la terre. Moi, je veux dire, dans mon secteur, l'agriculture aussi, bon, ça fait partie aussi de l'agroalimentaire, mais on crée aussi des vins. Ouais. Donc, je veux dire, on n'est pas tout le temps dans la terre, hein, comme on peut le croire, quoi. Et puis il y a il y a tout ce qui est élevage qui n'est pas forcément en rapport avec franchement des récoltes, etc. Et il y a des pans qui sont aussi la recherche qui est, elle, pareil, pas forcément non plus. C'est plutôt dans un labo que ça se passe que. Ouais. Carrément. Bah, effectivement, c'est faux. Il n'y a pas seulement de la terre sous les ongles quand on bosse dans l'agriculture. Et vous en êtes des exemples, hein, finalement, hein, sur tout ce que tu nous as dit sur le secteur et les métiers autour de la sylviculture. En fait, il y a une chaîne de fou derrière, quoi. Et pareil pour le vin. Oui. Ok. Et vous aviez raison dans le chat, effectivement, c'était bien faux. Elle était facile en même temps, celle-ci. Hein. C'était un énorme clin d'œil en mode « Hé, les gars !» Deuxième idée reçue, agriculture et technologie sont incompatibles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Yeah, on a une réponse qui est rapide, argument derrière. Pourquoi? Ouais. C'est faux parce que nous, en fait, on se retrouve à. Bah, en vrai, ça n'a pas toujours été faux, mais en fait, nous, on diversifie notamment nos métiers et on les pimpe un petit peu. Donc, en fait, on se retrouve à beaucoup bosser avec plein de logiciels parce que c'est plus rapide. Ça permet un meilleur suivi. Donc, typiquement, un exemple, sur une plantation, on l'a fait. Derrière, on a un outil qui nous permet de la géoréférencer et on rentre et c'est dans un format shape, donc avec des points GPS. Et tout ça, on l'archive et en fait, on sait à tout temps où sont nos plantations. Donc ça, c'est un premier truc de suivi. Et vous avez peut-être entendu parler du LIDAR qui est en train de se développer. C'est en fait un appareil donc c'est un drone qui a une caméra et qui prend des points. Alors c'est des milliers de points et qui survole des grandes surfaces. Et derrière, on a un nuage de points et ça nous met en 3D notre forêt et on peut avoir des mesures de hauteur et de diamètre très très précis et ça. Je pense que la forêt n'a jamais été aussi technologique que maintenant et ça va pas s'arrêter. Ouais, putain, c'est cool ça de dire ça. Et donc tu bosses très régulièrement avec ces outils-là, toi. Tu bosses, est-ce que tu bosses sur PC? Aujourd'hui, tu as dit que tu as pris le soleil toute la journée. Est-ce que c'est ton quotidien tout le temps, ça? C'est un tiers bureau, un tiers terrain et un tiers autre, donc voiture, pas mal, parce qu'on est sur des forêts parfois éloignées, ça prend du temps pour y monter. Ouais. Notamment en montagne, là où je suis. Et oui, parce que en fait, c'est en train de se développer. Il y a même à l'ONF, on embauche des gens, des ingénieurs pour coder, travailler sur des langages, etc., faire des applis. Et il y a tout un pan de la forêt où c'est le social, où les gens, il y a une appli à l'ONF, vous pouvez la télécharger, ça s'appelle Clé de forêt. Je l'ai sur mon téléphone, elle est marrante. Okay. Et en fait, on a des essences, des espèces animales, etc. Et ça marche en fonction avec des quiz et des clés de détermination. Et tout ça, c'est en train de muter parce que ça communique vachement sur les forêts. Il y a beaucoup de social et ça va pas arrêter, quoi. Génial. Est-ce que dans le vin, ça se numérise aussi? Et comment? Alors oui, nous aussi, on va parler plus de nouvelles technologies. On essaye de toujours être plus performant, notamment par des tracteurs plus performants. On parle, c'est le cas aujourd'hui, on parle de réduire les IFT, donc indice de fréquence de traitement. Donc on est dans une baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on va avoir des engins plus performants, donc en évitant la dérive, en évitant tout simplement de mettre trop de produits sur la vigne parce que ça pollue les sols, parce que ça pollue l'air aussi. Donc on est plus dans cette recherche de nouvelles technologies et aussi dans les vins aussi, tout ce qui va être rentré, stockage, etc. On passe beaucoup par la numérisation et aussi par la distillation. La distillation, c'est plus comme avant. Il y en a encore qui distillent vraiment manuellement.
C'est un alambic charentais, pour faire gros, on met le vin dedans, on fait bouillir, ça se transforme en vapeur, après ça se condense avec de l'eau, etc. Okay. Donc après, on obtient l'eau de vie. Et justement, aujourd'hui, énormément d'exploitations sont équipées d'alambics charentais automatisés. Donc, ce qui fait que ça dégage vraiment énormément de temps pour le distillateur qu'avant, on ne pouvait pas faire. Avant, un distillateur devait rester vraiment toute la journée devant sa chaudière pour faire chauffer son vin. Qu'aujourd'hui, on a via les smartphones, etc., on peut contrôler l'alambic et contrôler la chauffe. Et ça permet vraiment de dégager du temps et de faire autre chose en parallèle, tout en ayant quand même un œil sur la chaudière. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on se disait au live de la semaine dernière sur les métiers du numérique. En fait, les métiers du numérique aujourd'hui, c'est dans plein de secteurs d'activité, dont le secteur agricole, en fait, qui sont dans l'inconscient de secteurs opposés, alors qu'aujourd'hui, carrément en fusion complémentaire. Et donc, si vous voulez travailler dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire en tant qu'ingénieur, développeur, ou alors voilà, dans un métier plutôt tech, c'est possible, quoi. Et moi, je trouve ça trop cool. Et pour vous, c'est encore des nouvelles compétences, ça a une autre dimension du métier, parce que tout ça, ça vient optimiser, faciliter, vous êtes plus productif, vous mesurez votre impact vraiment. Comme tu dis, il y a une grosse dimension environnementale sur vos métiers et vos secteurs. Donc, c'est top, quoi. Ça donne vraiment envie. En tout cas, je sais que Fatma est en train de regarder le live. Bah, je vais peut-être me reconvertir. Je rigole. Et Thierry était un bon exemple aussi de liaison entre l'agriculture et puis les nouvelles technologies, puisqu'il est créateur de contenu. Il est sur Insta. Enfin, moi, je trouve ça top. La troisième idée reçue, Aminata, elle est pour toi. Fatma dit non. C'est une boutade. Idée reçue numéro 3, l'industrie agroalimentaire est un univers super propre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Aminata? C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que, pour vous dire, par exemple, quand je vais sur site et que je dois descendre dans les ateliers, je me change complètement. Je porte une tenue blanche, une surblouse, des bouchons d'oreilles. Enfin, ça, c'est plus pour le côté sécu. Je porte une charlotte, je porte des chaussures adaptées. Et tout ça, c'est dans un souci d'éviter les contaminations. Comme c'est de l'aliment qui va aller chez le consommateur direct, c'est un lien direct avec la santé. Donc, on évite vraiment de nous-mêmes être source de contamination. Donc, c'est vraiment des ateliers et ça, c'est partout dans toutes les entreprises. On est vraiment au taquet sur tout ce qui est règles d'hygiène, d'hygiène alimentaire, pour que la contamination ne vienne pas des opérateurs, ne vienne pas des machines et tout ça. Après, il y a d'autres sources de contamination, mais on a vraiment des services dans chaque entreprise agroalimentaire dont le job, c'est vraiment de faire en sorte que l'on n'ait pas de risque de bactéries, de risque de moisissure. Bah, écoute, donc oui, on est très propre. On va rebondir. Alors, c'est vrai, effectivement, les normes d'hygiène sont drastiques, il y a énormément de contrôles. Et on va rebondir sur un fait, parce que l'erreur est humaine, mais là, tu vois, en ce moment, il y a un gros scandale, je ne pas venir. Sur cette entreprise qui produit des chocolats, on ne va pas la nommer, mais sur la période de Pâques, c'est vraiment c'est dommage. Pas top. Comment c'est possible alors? Comment ça peut exister? En gros, ce qui peut se passer, comme vous le disiez, comme tu le disais, l'erreur est humaine, mais en gros, pour certains produits, faut savoir qu'il y a des analyses qu'on fait sur des produits finis. Il y a des analyses en fait qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, des fois, on peut libérer des lots en agroalimentaire sans pour autant avoir les résultats d'analyse. C'est autorisé. Sauf que là, en l'occurrence, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les résultats d'analyse sont sortis après. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des salmonelles. Et la salmonelle, c'est une bactérie très, très dangereuse. Donc ça, salmonelle, c'est de la contamination humaine. Donc voilà, c'est peut-être une règle d'hygiène qui a été zappée ou quelque chose qui n'a pas bien été fait. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ok. Et est-ce que toi, dans ton
ton métier, il y a une grosse dimension sur l'hygiène ou pas du tout, ou tu contrôles pas du tout ça, toi? Bah moi, je suis plus dans le service, on va dire, performance Ouais, et tout ça, mais à côté de moi, je vais avoir le service d'accord. qualité. Donc, même moi, dans certaines de mes missions, je suis appelée à voir avec la qualité, est-ce que c'est quelque chose de faisable ou pas, pour que ça n'entrave pas l'hygiène du produit, en fait. D'accord, très intéressant. Ok, bah merci beaucoup pour ta réponse. Et la prochaine idée reçue, elle est un peu pour vous trois. Est-ce que dans vos secteurs, pas besoin de diplôme pour trouver un métier? Est-ce que c'est vrai dans l'agriculture? Est-ce que c'est vrai dans l'agroalimentaire? On en a déjà parlé en vrai un peu tout à l'heure sur l'agriculture. C'était toi, Maxime, hein, qui disait que Ouais. voilà, vous cherchiez des personnes à la fois qualifiées et pas qualifiées. Donc ça veut dire avec pas ou peu de niveau de diplôme. C'est Est-ce ça. que toi, Louis, dans la sylviculture, c'est applicable aussi cette règle-là ou pas? Est-ce que Oui, ça l'est. Après, ça va dépendre des postes qu'on recherche, ouais. mais ça existe. Bien sûr, il y a des ouvriers forestiers qui bossent avec nous et la plupart ne sont pas diplômés. Et pourtant, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est eux qui sont sur le terrain Ouais. et qui, en fait, on a beau faire tout ce qu'on veut en amont, c'est eux qui font le job à la fin. Donc, ils sont pas diplômés, mais très qualifiés. Et donc, Mm. ça, c'est possible. Ensuite, il y a ce qui se passait à l'ONF. À l'époque, il y avait des concours. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entre eux qui sont rentrés, notamment après le bac, en passant un concours. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus trop d'embauches qui sont comme ça, mais on pouvait rentrer sans BTS à l'époque. D'accord. Et là, je recherche. Et après, il y a le cas des alternants où on se Ouais. rend compte qu'un jeune, parfois, fait directement le taf. Et moi, j'ai déjà entendu parler de jeunes qui n'ont même pas terminé l'école et qui sont directement partis. D'accord. Non. Pareil, dans l'agroalimentaire, on va retrouver des opérateurs qui, avec le temps, ils vont monter les échelons Mm. et se retrouver en poste de cadre. Enfin, ça passe forcément par des formations en interne, mais pas forcément par une formation universitaire ou quelque chose du style. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui comptent. Hein. L'expérience pro, l'expérience sur le terrain, en fait. Ouais. Et puis la motivation Qui aussi, fait que... parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, hein, vos métiers et vos secteurs sont en recherche constamment de personnel, de nouveaux talents. Et en fait, ça recrute énormément et à tout niveau de diplôme, quoi. Ouais, et c'est en recherche et c'est en tension aussi. Il y a Oui, la bouffe, ça devient là avec ce qui se passe en Ukraine, la Tunisie, ils sont déjà un peu. Enfin, voilà, il y a un contexte. Et pareil pour la forêt, le bois, ça manque. Enfin, c'est des secteurs qui sont. Et même avec le climat en plus, on rajoute ça, voilà, les risques qu'on a pour demain là-dessus. C'est des secteurs qui sont, ouais, il y a un peu de danger, ouais. Mais c'est hyper intéressant. et tu ressens ça aussi, toi, Maxime, dans ton quotidien, hein, ce truc on manque de main-d'œuvre, quoi. Bah, moi, dans mon entreprise, là où Ouais, je travaille, on n'a pas ce manque. d'accord. Par contre, voilà, il y a énormément de viticulteurs dans la région et même dans d'autres régions de France qui recherchent de la main-d'œuvre et ils sont vraiment demandeurs, qu'ils soient diplômés ou non, qualifiés ou non. Après, moi, j'étais pas qualifié au départ. Hein. J'ai commencé, je savais pas vraiment comment tailler, Ouais. etc. J'avais vraiment une approche globale. Et en fait, on apprend vraiment sur le terrain, quoi. Je veux dire, sur le terrain, c'est la meilleure chose pour apprendre. Après, le niveau de diplôme ne qualifie pas les compétences sur le terrain d'une personne. Oui, bien sûr. Euh, Tant qu'il y a la motivation et la motivation pour travailler, Ouais. l'écoute, etc., euh, ce sera toujours plus bénéfique que quelqu'un qui a forcément plus de diplômes, mais qui, sur le terrain, n'est pas performant. Non. Et c'est ce que disait Thierry aussi, et il en est un exemple. Vous pouvez faire un bac pro, vous pouvez faire un BTS, vous pouvez pousser vos études jusqu'à du bac plus 5. Enfin, il y a vraiment pour tout, quoi. C'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant. Vous pouvez vous lancer dans ce secteur-là, vous pouvez vous lancer très tôt, vous professionnaliser très rapidement, ou bien faire des études si vous êtes plus team études. Mais ouais, c'est vraiment cool. Prochaine idée reçue.
pour toi encore, Aminata, mais vous pouvez aussi avoir, Max, un avis. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans l'agroalimentaire que des grosses boîtes, que des grosses entreprises. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est que des gros mastodons ou pas? Ou est-ce qu'il existe des plus petites entreprises? Du coup, forcément, une entreprise qui est grande, elle va avoir plus de renommée, elle va avoir plus de diversité de produits. Donc, peut-être en agroalimentaire, ce qu'on va entendre, c'est des groupes comme, par exemple, Nestlé, des groupes comme ça, comme Mondelez, comme Lactalis. Voilà, ça, c'est vraiment, on va dire, les leaders. Mais du coup, on n'a pas que ça. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup de startups qui naissent, des startups qui sont très tournées vers vraiment l'essentiel, on va dire, des produits naturels, des produits bio. C'est quelque chose vraiment qui s'accroît au fil du temps. Et même au-delà de ces startups, tu as des petites entreprises qui sont souvent derrière ces grandes entreprises et qui participent au process énormément d'ailleurs. Donc oui, elles sont au-devant de l'affiche, mais tu as aussi beaucoup d'entreprises derrière, beaucoup de startups qui naissent et qui font pas mal de travail, qui n'est pas mal du tout. Est-ce que vous avez un avis sur la question, vous deux? Moi, dans mon secteur en particulier, il y a beaucoup de TPE, notamment dans le bûcheronnage, un peu tout ça. On rencontre des gens qui, en fait, ils sont deux dans la boîte et voire auto-entrepreneurs la plupart du temps. Donc, il y a un peu pareil à l'épicerie, il y a des grosses entreprises historiques. L'Office national des forêts, c'en est une. Il y a des coopératives privées aussi qui sont plutôt importantes. Après, il y a la chambre d'agriculture. C'est des trucs auxquels on pense pas vraiment, mais il y a tout un... Ouais, il y a quand même plusieurs échelles. Il y a de quoi faire un peu partout. Et toi, Maxime? Moi, c'est... Dans notre région, il y a énormément de... On va dire, il y a une dizaine de grandes maisons de négoce qui là, achètent tout ce qui est eau de vie aux viticulteurs. Donc, il y en a quand même, mais il n'y a pas vraiment de... Chaque exploitation ne produit pas de cognac et le commercialise. C'est plus... Au niveau rentabilité, c'est plus rentable dans notre région de vendre aux négoces que de commercialiser nos produits. Donc, on le voit surtout quand on va boire, quand on va acheter le produit cognac, on va tout de suite parler de grandes maisons et on ne va pas parler de petites maisons ou petits viticulteurs. Oui, c'est vrai que ça s'applique à tous les secteurs d'activité. C'est les budgets marketing qui sont fous sur les gros. Donc, tu vois énormément ça. Sachez qu'effectivement, l'industrie alimentaire est composée à 98% de petites et moyennes entreprises. Et comme tu disais, Aminata, bon nombre aussi de startups. Et j'ai une dernière idée reçue à vous proposer, qui est la suivante, encore sur l'agroalimentaire, décidément. L'industrie dans l'agroalimentaire, c'est mauvais pour la santé. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, les produits qui sortent de l'agro. D'accord. Ça, je l'entends souvent. En fait, ça ne va pas du tout, ça. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on va vraiment vers des... Je ne sais pas si vous voyez le Nutri-Score. Quand on achète un produit au supermarché et tout, souvent, la tendance, c'est que maintenant, on a des Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, c'est ce qui va te montrer que ton produit, niveau nutritif, niveau intrant chimique surtout, il est bien ou il est moins bien. Donc, en fait, ça montre qu'on est vraiment où il y a moins de conservateurs, moins de tout ce qui est en fait composé chimiquement, on va dire. Et par exemple, moi, dans mon domaine, dans la fromagerie, on n'a que des ferments qui sont naturels. Donc, je peux me prononcer sur la fromagerie, mais c'est vrai que dans d'autres industries agroalimentaires, pour certains produits, on est obligé de mettre des conservateurs pour que le produit tienne. C'est pour ça qu'on parle de DDM, de DUO, parce que c'est des produits qu'on va conserver pendant certains temps dans les rayons de supermarché ou aussi chez nous. Donc, les conservateurs, oui, ils sont importants. Après, c'est un choix. Est-ce qu'on en met de naturel? Est-ce qu'on en met de chimique?
je pense que lui, on parlait tout à l'heure, c'est que si le consommateur est prêt à payer plus, il va se retrouver avec un produit de Nutri-Score A, avec pas de conservateurs ou avec des conservateurs naturels. Donc, c'est une question de choix. Mais oui, en entreprise agroalimentaire, on est obligé pour la conservation du produit, pour la transformation, d'utiliser tout ce qui est synthétisé des fois. Oui, et puis vous avez aussi de plus en plus, vous tendez vers de la transparence, quoi, justement, comme tu dis, avec c'est les ça. et tout, ça fait vraiment partie du secteur, quoi, c'est bien implanté. Écoutez, pour moi, c'est terminé sur les idées reçues. On va clôturer. Il nous reste 5 minutes de live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Moi, je vais vous poser une dernière question à chacun. Déjà, Maxime et Louis, à qui, en fait, recommanderiez-vous vos secteurs, en fait? C'est fait pour qui? Tu commences, Maxime? Ouais, je vais commencer. Moi, je recommande la viticulture à des personnes qui sont vraiment passionnées et qui aiment être multitâches. Je veux dire, dans mon métier, comme disait Thierry tout à l'heure, on fait jamais la même chose. C'est toujours la nature, c'est toujours, il y a toujours un changement de plan. On n'a pas de journée type, à part pour les grands travaux type taille ou vendange. Moi, c'est ça aussi que j'ai aimé, que j'aime dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Il faut être multitâche. Un jour, on va tailler, un jour, on va planter de la vigne, un jour, va falloir aller réparer un tracteur, un jour, va falloir aller distiller. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Donc, moi, je recommanderais à des personnes qui sont vraiment passionnées par ça, par le contact aussi avec la nature. Et voilà, après, c'est libre à chacun de choisir son corps de métier, mais en tout cas, ce métier-là, il est fait vraiment pour les gens qui ont envie d'être au contact de la nature et qui ont envie pas de rester derrière un bureau et de vraiment faire plusieurs choses. Voilà. Donc, si vous êtes un bon vivant et que vous avez envie de continuer, rejoignez la cohorte de Maxime. Suivez vraiment ça donne envie. Et pour toi, Louis, alors pour la forêt, pour ce contexte-là, à qui tu recommanderais ce secteur? Grosso modo, quasiment la même personne que celle que Maxime recommande. Et en gros, c'est un métier vraiment de passion. Il faut être passionné, patient aussi, parce que j'en parlais, c'est pas comme à l'agriculture où à la fin de l'année, on a une récolte et voilà, donc il faut pas se précipiter. La nature, elle a son propre cycle, etc. Il faut pas faire de bêtises parce qu'en fait, elles peuvent être irréversibles. Donc, on a très vite fait de faire un peu n'importe quoi. Donc, vraiment, toujours se recentrer sur ça. Donc, être patient, être attentif aussi. Il faut être vraiment... Quand on se déplace en forêt, en fait, j'entends des gens qui vont en forêt avec des écouteurs, par exemple, de la musique. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on rate, rien qu'à se fermer comme ça sur autre chose. Donc, on utilise tous ses sens tout le temps. Il y a plein de clés quand on est attentif. Et plus on l'est, plus c'est facile de repérer des signes. Donc, voilà, il faut faire attention à pas mal de choses. Maintenant, après, c'est plus à l'ONF qu'ailleurs. C'est aussi le but, c'est faut se dire que, moi, à la fin de ma journée, j'ai quand même bossé pour la forêt et j'ai reçu quelque chose parce qu'on gère en fait, en forêt, on reçoit un patrimoine qui est vieux de parfois jusqu'à 100 ans. On a la responsabilité de ne pas faire capoter ce qui a été fait avant nous et de transmettre quelque chose qui est au moins égal, voire supérieur en qualité pour les générations d'après. Et à l'ONF, notre but, c'est d'avoir de la forêt, quoi qu'il arrive. Après, que cette forêt-là, elle arrive à se, entre guillemets, payer elle-même parce que les bois se vendent. Et ça fait aussi partie en fait, d'un système qui est durable parce que dans la gestion durable, il y a le pilier économique. Aujourd'hui, si on n'a plus de fonds, si l'ONF n'a plus d'argent, on ne pourra pas entretenir les forêts et elles vont péricliter. Et en fait, si on arrive à faire une forêt qui est déjà de base, elle peut se payer toute seule, elle est limite entre guillemets sauvée, quoi. On arrivera toujours à faire quelque chose derrière. Donc voilà, et puis il y a pour tout le monde, hein, que ce soit de la production, si vous êtes plus orienté de production de bois, protection de la nature, accueil du public en forêt.
il y a vraiment plein de métiers différents et plein de solutions différentes. Et donc, ouais, profil plutôt varié, hein, je pense que... Carrément varié, ouais. Motivé, patient, passionné. Wow. Alors, est-ce que le brief est le même du côté de l'agroalimentaire, Aminata? Oui, du coup, je pense que pour vouloir évoluer dans l'agroalimentaire, du coup, comme dans tout métier, hein, je pense qu'il faut être passionné. Je pense passionné avec un grand P. Il faut aimer ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment dans tous les métiers. Donc, aimer ce que l'on fait, aimer être au contact des produits. Après, moi, dans mon job, de façon particulière, c'est vraiment aimer partager et être à l'écoute des gens pour après, derrière, pouvoir proposer des améliorations. Donc, c'est vraiment être dans le partage et aussi être réactif. Être réactif parce qu'on a aussi des aléas de production tous les jours. On a des choses qui se passent pas de la façon dont on les prévoit, en fait. Voilà, on a des aléas qui se passent, des aléas techniques, des aléas humains. Donc, il faut savoir être réactif et dynamique, être dans cette écoute-là, dans ce partage-là, et être aussi ouvert parce que en agroalimentaire, par exemple, dans ce que je fais, j'interagis avec beaucoup de gens. J'interagis avec des services qualité dont je parlais tout à l'heure. On interagit aussi avec les services R&D et tout ça, il faut savoir vraiment communiquer entre eux pour fournir les meilleurs produits possibles et voilà, et faire avancer l'entreprise. Donc, il y a ça, il y a la performance là où j'évolue, il y a la R&D, tout ce qui est recherche et développement, c'est eux qui créent les produits, qui créent les packaging et tout ça. Il y a aussi du marketing dedans, il y a aussi la qualité, tout ce qui est analyse de laboratoire et règles d'hygiène dont je parlais tantôt. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Mais voilà, avant tout, il faut vraiment aimer l'agroalimentaire, aimer être au contact des produits et voilà. Et voilà, et c'est beaucoup de passion, aimer, et beaucoup ce verbe-là, génial. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce live. Vous êtes là grâce, je le rappelle, à notre partenaire qui s'appelle Ocapiat. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture, on vous a donné, je pense, l'eau à la bouche. N'hésitez pas à aller faire un tour et puis très rapidement, vous allez retrouver Charlie sur le site de Ocapiat. Donc, la boucle est bouclée. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, même heure, pour parler cette fois-ci des métiers du luxe et de la mode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si cet autre secteur vous intéresse. Et ouais, effectivement, vous avez l'air épanoui, c'est clair, ça rebooste tous les trois, c'est génial. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je suis très contente de vous avoir accueillis sur la chaîne. On a du beau monde sur la chaîne, là. On commence à avoir un petit historique qui est grave cool d'invités, donc c'est top. À très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et ciao. Et ciao pour citer quelqu'un. Au revoir. Bye.